Je suis chef de projet chez Quarks, ingénieur cosmétique de formation. J'ai également une casquette digitale. J'interviens ici dans cette table ronde sur l'éco-conception des produits pour apporter une vision 360 de l'industrie cosmétique, des matières premières en tant que telles, en partant même des substances, jusqu'à la fin de vie du produit cosmétique. L'objectif étant de faire le lien entre des experts métiers cosmétiques, des experts métiers réglementaires et l'expertise digitale que nous apporte également l'IA. Je participe avec d'autres experts aujourd'hui à la table ronde sur l'éco-conception de produits au nom de l'Agence économique régionale. Nous sommes experts sur cette thématique à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis principalement ici pour parler des accompagnements de l'Agence économique régionale autour de l'éco-conception, les apports que nous pouvons mettre en place pour les entreprises sur cette thématique, mais aussi pour parler à l'échelle nationale des différents financements publics qui existent pour être accompagnés sur l'éco-conception. Donc pour cette deuxième table ronde sur l'éco-conception de produits, on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Il y avait pas mal de questions. D'ailleurs, tout le monde n'a pas pu poser leurs questions, donc ça va être l'occasion de continuer, poursuivre. Donc éco-conception. Alors Xavier n'est pas là, mais je rebondissais sur ce qu'il disait ce matin en introduction, quand il parlait d'un challenge en fait de repenser notre façon de concevoir. Sandrine, vous parliez de l'urgence d'agir. Alors je vais peut-être d'abord faire un petit tour de table pour présenter tous nos intervenants. Alors, avec nous, donc Sandrine Lecointe, je vais vous représenter, cofondatrice d'OAN. Bastien Rognon, alors vous êtes chargé de mission éco-conception à l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté. Anne-Sophie Josse, donc en fait vous êtes ingénieure cosmétique de formation. Et puis tout comme Sandrine, vous êtes passionnée aussi par ce secteur, par ces enjeux, mais aussi plus largement par les enjeux d'éco-conception. Puis vous avez mis votre expertise et votre sensibilité justement pour les nouvelles technologies au service de Quarks depuis peu, en rejoignant les équipes. Et puis toujours avec nous, donc Michel Kielen et puis Gilles Tonnelier pour parler IA et réglementation. Donc, comme je le disais là à l'instant, en fait, ce matin, Sandrine, vous parliez de l'urgence d'agir, de faire évoluer le produit. Donc, vous nous expliquiez qu'on innovait, qu'il y avait des choses qui bougeaient. Pourtant, en fait, si on prend la cosméto, on voit que ça reste un secteur qui est ultra dynamique, en pleine croissance, où il y a beaucoup de concurrence, où on continue de concevoir beaucoup de produits qui ne sont pas forcément toujours, ne serait-ce que d'aller voir dans les supermarchés ou dans certains magasins, on le voit. Et j'ai envie de vous poser cette première question, justement, de comment en fait on peut concilier finalement croissance et écologie, en fait. Moi, je me suis interrogée en vous écoutant ce matin. Il marche, oui. Alors effectivement, on n'est pas une industrie très... Parce que je le dis ce matin, c'est qu'on est dans l'ultra-consommation. Vous avez vu vos placards, vos rebords de baignoire, etc. Il y en a trop, déjà d'une part dans notre consommation, mais aussi chez les industriels qui, eux, sortent des produits un petit peu au même rythme que la fast fashion, comme ça. Donc au même rythme que la fast fashion, on sort de trop des références qui n'ont plus aucun sens du coup. Une marque peut sortir tous les mois un nouveau parfum d'un gel douche. Au même titre donc ce que je disais que la mode qui va sortir 15 références en une semaine, il y en a de trop. Donc effectivement ces sujets de croissance et de durabilité sont un vrai questionnement. Et pour moi, une des réponses, c'est l'éco-conception. Quand à l'image de Laboratoire Expansions pour Mustela, qui disait nous, on a réfléchi, on refuse de sortir tel produit, donc on va trouver des alternatives, on va répondre à ça et ça et ça. Mais du coup, la finalité, c'est qu'on sort ce produit du catalogue. Et ça, ça déjà, c'est garder la croissance sur d'autres produits, quitte à les augmenter un petit peu. Je ne sais pas quelle va être leur stratégie, mais en tout cas, il y a des réponses comme ça qui existent déjà. Ouais.
On parlait de responsabilité, justement, pendant la première table ronde. Donc là, on y est, effectivement. Et je voudrais faire réagir aussi Anne-Sophie sur ce que vient de dire Sandrine. Oui, effectivement, je rejoins Sandrine sur le fait qu'il y a un effort de rationalisation des gammes à faire par les industriels. Il faut savoir que l'industrie cosmétique, donc on connaît tous les grands géants qui drivent l'écosystème aujourd'hui. Ils se sont mis en marche par le biais de consortiums, d'initiatives. À ce jour, ils sont encore au stade de la discussion. Ils ont pris conscience qu'il y avait, on appelle ça à un moment une twin transition. Donc il y a une double transition à faire, une transition numérique et une transition environnementale. Après, outre en fait ces grands géants qui ont justement une énorme machine à faire avancer finalement en très peu de temps et qui est compliquée pour eux, il y a, comme le disait Sandrine, beaucoup d'initiatives, j'ai envie de dire locales, qui se font par le biais de start-up, de PME, de TPE, qui rentrent dans le jeu de l'éco-conception par plein de biais différents. Effectivement, il y a pas mal d'initiatives intéressantes qui vont, je pense, dans les années à venir, soit faire émerger des nouvelles choses pour que les géants bougent plus rapidement, qui va faire qu'après, tout l'écosystème va bouger. Mais effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en attendant, on continue à concevoir du coup ces produits. Et j'avais envie de vous poser cette question sur... on parlait des formulations, en fait, et vous disiez qu'il y avait des formulations qui étaient inquiétantes, notamment pour les produits pour les bébés. Et est-ce qu'on peut véritablement se passer, en fait, de certains ingrédients aujourd'hui dans ces formulations dont on sait, en fait, qu'ils sont pas bons? Je pense que oui, on peut s'en passer. Il y a aujourd'hui, alors justement j'en parlais tout à l'heure pendant la pause, je ne sais pas où il est passé le monsieur, mais on en parlait. Justement, il y a des... Voilà, merci. On parlait d'alternatives. Bon, là, ce n'est pas pour les bébés, mais je parlais des paillettes pour les adolescentes, par exemple, ou bien pour tout le monde. Hein. Tout le monde met des nacres en fard à paupières, etc. Enfin, les femmes, pardon. Il y a Michel qui fait... Mais du coup, ça, c'est des micas. Les micas, en termes d'extraction, c'est pas joli. L'impact est monumental. Enfin bon, voilà, je vous fais pas un dessin, mais du coup, on a des alternatives à ce type de produit. Donc, quand on formule du make-up sans mica, aujourd'hui, c'est faisable. Donc, on a des alternatives en végétal, elles sont biodégradables, etc. Donc, c'est possible. Après, il faut juste vouloir mettre le prix. Et c'est ça où ça devient un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est que forcément, ces matériaux-là, il y a de la R&D derrière et des années de recherche, il y a des brevets, et ça se paye. Voilà. Donc, alors, ce matin, on parlait aussi de prix. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être mettre un budget supplémentaire, de se dire que voilà, mon gel douche, au lieu de payer 2 € et d'avoir que du pétrole et que sais-je dedans, je vais peut-être le payer un petit peu plus cher. Et au moins, je suis certain, pour ma santé et celle de l'environnement, d'avoir quelque chose un petit peu plus sain. Et Anne-Sophie qui voulait réagir également. Et puis n'hésitez pas aussi, comme tout à l'heure, hein, si vous voulez aussi partager vos réflexions ou poser des questions, à le faire pendant la table ronde. Oui, du coup, je rebondis effectivement sur cette question. Peut-on se passer de certaines matières premières aujourd'hui ? Moi, ça me fait aussi écho aux conférences de ce matin. Je pense qu'il y a des initiatives sur des données. Là, on est sur des conférences quand même sur le risque chimique, l'écotoxicologie, etc. Il y a des choses qui se font. On a de plus en plus de données qui s'agrègent. On a quand même l'enjeu majeur qui est la sécurité du consommateur et la sécurité de l'environnement. Donc, on l'a vu ce matin, des informations sur maintenant du testing in silico est très intéressante. Ça va permettre d'agréger un grand nombre de data qui vont permettre, in fine, de faire un choix en connaissance de cause dès l'extraction, dès la matière première, qui est en fait un des enjeux les plus importants, je pense. On parle de cosmétologie, mais ça s'applique aussi, Anne-Sophie, pour d'autres domaines. Hein. Oui. On parle de cosmétologie, mais effectivement... Oui, non, mais oui, c'est pour tous les domaines. En fait,
c'est pour tous les domaines industriels en règle générale. En fait, à partir du moment où les enjeux... donc moi, mon cheval de bataille, c'est pour le coup la sécurité du consommateur. Voilà, chacun a son cheval de bataille. Moi, c'est ça. Je pars du principe où la réglementation européenne est quand même déjà très, très avancée. On l'a vu ces dernières décennies. Elle continue d'avancer. On va avoir des nouvelles réglementations, que ce soit en termes de communication, en termes d'éco-conception, d'emballage, de choses comme ça. Ça avance, ça prend du temps, mais ça avance. Donc voilà, moi je suis assez positive là-dessus. Pour rebondir sur ce que disait Anne-Sophie, c'est que vrai qu'hier je lui montrais toutes les réglementations qu'on a dans Quarks, en fin de compte, en lui disant que de toute façon j'étais même pas à 50% de ce qu'on était déjà à l'intérieur. Et il est vrai que par exemple la réglementation cosméto, il faut quand même savoir que bon, elle date quand même, hein, quand on fait la 1223 2009, mais il y avait quand même une réglementation avant, 76, d'accord, hein, une ancienne. La 1223 quand même pas mal révolutionnée, il faut dire les choses, hein, elle a quand même positionné pas mal de choses, avec des annexes 2, par exemple, de produits interdits, l'annexe 3 avec des restrictions. Et il faut quand même savoir qu'en fin de compte, quand on lit bien entre les lignes de toutes ces annexes, au fur et à mesure des années que l'on voit là, il y a des tas de produits qui virent. Hein, ils vont être supprimés. D'accord ? Donc les gens ne se rendent pas bien compte, mais parce qu'on voit le règlement qui sort, mais avec des applicabilités au fur et à mesure des années. Donc là, il y a plein de substances qui vont sortir du champ de la cosméto. Alors forcément que les gens qui sont dans la cosmétologie sont bien au courant à quelle sauce ils vont être mangés. Ça, c'est une chose, en fin de compte. Ensuite, c'est vrai, arrivent aussi des réglementations avec la loi AGEC, d'accord, qui, elle, en fin de compte, aussi, pousse, en fin de compte, des contraintes beaucoup plus larges. Mais il y a aussi des réglementations chimiques. Il faut quand même savoir que, par exemple, ils ont sorti dans la loi AGEC au niveau... On a un décret qui est sorti au mois de septembre 2023 au niveau français, en fin de compte, là, sur les perturbateurs endocriniens, d'accord, où il va falloir dire est-ce que j'ai tel type de perturbateur et tout. Et ça, c'est une liste qui vient de la liste candidate, je reviens de ce qu'on disait ce matin, qui vient de la liste candidate de REACH. D'accord ? Donc, ils ont fait que prendre la liste de candidats de REACH et de l'amener à ce niveau-là. D'accord ? Et là, en plus, avec une information aux consommateurs. Et je tiens à préciser que dans REACH, les gens ne savent pas bien, mais il y a l'article 33.1 et l'article 33.2. Et tout le monde parle toujours de l'article 33.1 qui oblige, en fin de compte, le producteur d'un produit, quand il y a une substance SVHC à plus de 0,1%, d'informer la personne à qui il vend le produit. Mais il y a l'article 33.2 qui dit que le consommateur qui, sur un produit, se pose des questions s'il y a une substance, SVHC à plus de 0,1%, peut demander, au fabricant, est-ce qu'il y a une substance dedans ? Et le fabricant a 45 jours pour répondre. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas tellement intégré, mais que dans REACH, ça avait été fait justement pour dire il n'y a pas que le producteur et tout comme ça, il y a aussi le consommateur qui rentre à côté et qui peut aussi poser des questions. Sachant, et je répète, que cette réglementation REACH, c'était une innovante qui faisait no data, no market, mais qui faisait aussi le fait que c'est une réglementation santé, environnement et business, commerce, d'accord ? C'est la première fois qu'un règlement est arrivé avec un aspect commercial à ce niveau-là, d'accord ? Et c'est pour ça qu'après, toutes les autres réglementations, que ce soit packaging, alimentaire, sur les jouets et tout ça, ont intégré tout ça. Et la cosméto, en fin de compte, elle naviguait un petit peu en parallèle à côté, il faut dire la vérité, naviguer à côté, et que par exemple les biocides ou autre chose intègrent en fin de compte REACH, maintenant ils sont sous la coupe de REACH, comme la PIC aussi, ceux qui font la vente de produits en dehors de l'Europe aussi, il y a des contraintes, il faut le savoir. Mais là, la cosméto, en fin de compte, tout doucement, on voit qu'en fin de compte, elle commence à rejoindre en fin de compte la réglementation REACH, ils travaillent en parallèle et ils ont en fin de compte le but ultime, c'est le même en fin de compte, d'accord, c'est au niveau du consommateur d'améliorer le système. Et c'est vrai que là, on voit déjà les perturbateurs endocriniens, qui arrivent sur le devant de la scène, d'accord, tout d'un coup, clac. Donc après, c'est sûr qu'on aura d'autres substances. C'est pas tout d'un coup, mais... Non, pas tout d'un coup, non, mais tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, on peut mettre ça en avant, mais c'est vrai que par la loi AGEC, ça passe, et c'est REACH, en fin de compte, qui, en tenant sa liste candidate des PE, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est un référentiel, et tout le monde va s'en servir. Après, il y a encore d'autres trucs à côté. Si on parlait de l'industrie, quand on parle de l'industrie, si on parle des PFAS,
PFAS, et que je vois qu'Anne-Sophie dit les PFAS, les PFAS, les PFAS. Et comme on disait avec Gilles, c'est vrai que si on trouve des produits de substitution, c'est pour ça que c'est très important. Si on arrive à trouver des trucs comme le PFAS qu'on peut mettre dans une poêle, ils peuvent trouver, Tefal, un produit de substitution, ça va être très important, en fin de compte, d'accord. Mais au niveau de la cosméto, c'est vrai que c'est très important à ce niveau-là, parce que ça, on a discuté, c'est beaucoup de produits qui sont en contact de la peau, et ça pose énormément de problèmes. La barrière cutanée que l'on passe, en fin de compte, là, c'est au niveau. Moi, je viens du domaine médical, je suis formation médecin, je peux vous dire que les problèmes de dermato, il y a 30 ans et maintenant, il n'y a pas photo, hein. On ne parle pas du tout. Là, maintenant, c'est la folie, hein, chez les jeunes, les enfants et tout. Donc, et une partie, justement, des produits qu'on met sur la peau, après, c'est dans la formulation, il faut faire attention. Donc, c'est sûr que là, il y a un gros travail aussi en amont là-dessus. Ouais, si je peux juste me permettre, en fait, c'est vrai que donc là, ça passe le 12 avril, la loi, AGEC, qui sort justement cette obligation d'affichage des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est hyper important pour le consommateur, parce que du coup, il va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va mettre sur la peau de ses enfants. Et quand on voit que c'est un marché, enfin moi, j'axe dessus parce que c'est effroyable. L'engouement qu'il y a, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, etc. On les appelle les Girls Sephora. Tu les as vues, les Sephora Kids. Les Sephora Kids, merci. Elles ont à peine, c'est l'âge de la puberté, à peine. Elles ont 8 à 13 ans. Elles se faufilent dans les allées de chez Sephora à essayer tout ce que leur maman achète. Donc c'est des produits qui ne sont absolument pas dédiés pour leur peau. Elles essayent des antirides, et puis après ça devient des vraies youtubeuses. Donc le message passe comme ça, et l'industrie ne fait rien. Au contraire, l'industrie va proposer des parfums pour les enfants, des produits, des gommages, et que sais-je. Et c'est ultra grave en fait. Donc, pour rebondir sur ce qu'on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si tu vois sur les UV, hein, d'accord. Ouais. On voit les toutes jeunes, en fin de compte, qui ont des UV bientôt 24/24. Hein, ouais. Parce qu'ils ont entendu quelque part qu'il fallait se protéger du soleil, ils sont tartinés du matin au soir. Et je ne vous dis pas d'un point de vue dermato, dans les années qui arrivent, gros problème. Hein, parce que je vois bien, mais ça a quelques petits soucis quand même. Donc juste pour clore ce sujet de réglementation, ce qui est bien, c'est que enfin on a des lois qui arrivent dans notre industrie, enfin qui j'espère vont être respectées. Après c'est ça le challenge, hein, c'est les lois arrivent, elles sont posées, après il y a toujours un délai. Hein. Donc il peut se passer 10-20 ans avant que les produits, les lois soient appliquées, véritablement appliquées, et entre-temps il y a un gap et tout le monde s'engouffre dans ce truc. C'est vrai que l'Europe a sorti son application Scan for Chem, là, en fin de compte, oui, pour aller voir, quand je vais sur le produit, s'il y a un produit qui pose problème, en fin de compte, à ce niveau-là. Donc, ils ont sorti un sur le truc, heureusement, parce que je pensais que ça allait sortir plusieurs applications. Il n'y en a qu'une, Scan for Chem. Donc, déjà, bon, on va voir comment ça va fonctionner. Au moins, c'est pas Yuka. Non, mais au moins, c'est pas Yuka. Bon. Comme je dis, Xavier, il y a encore un nouveau truc européen, mais normalement, ça devrait fonctionner. On va voir. J'ai vu, dans le public... Oui, alors tout à l'heure, dans le débat juste avant, on a quand même mis beaucoup de poids sur le consommateur qui serait responsable, dans la grande majorité, du fait que l'industrie produit des choses parce que le consommateur est demandeur. Mais on crée des besoins pour les consommateurs et s'agissant des cosmétiques, on crée des besoins et en l'occurrence, on n'a pas forcément, c'est pas un usage essentiel. Si à un moment, il faut faire un choix entre les usages parce qu'on n'aura plus d'énergie ou plus assez de pétrole ou de produits de matières premières, on ira sur des usages essentiels et je pense que les cosmétiques, même si ça fait psychologiquement beaucoup de bien aux femmes et puis aux hommes aussi, ce sera pas forcément on mange pas du cosmétique, quoi. On boit pas du cosmétique, on respire pas du cosmétique, ou on le fait mais c'est pas intentionnellement. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est l'idée principale, c'est simplifier les choses. Exactement. Restons simples tout simplement. C'est ça. Et donc je crois vraiment aussi moi dans la responsabilité des entreprises d'avoir une volonté politique, une vision de se dire ok, on a une responsabilité pour la pollution de l'environnement dans tous les sens, donc on décide comme Expanscience
d'arrêter de faire des lingettes, alors que c'est génial les lingettes quand on a des gosses et qu'on veut les nettoyer rapidement. Donc le besoin, on ne l'aura plus. Et voilà, on fera autre chose. L'homme est capable de s'adapter à tout et n'importe quoi. Donc, Botanique, à un moment, 20 ans ou 30 ans avant, a décidé de supprimer ces pesticides. Tous les produits qui étaient à base de pesticides dans les magasins, ils ont fait une croix sur 25% de leur chiffre d'affaires en disant « nous ne vendrons plus de pesticides ». Donc maintenant, la réglementation est passée et maintenant, il n'y a plus de pesticides pour la population, enfin dans les produits de jardin privés. Mais voilà, ils ont été des pionniers. Donc on attend aussi que l'industrie fasse son travail, sa vision, sa responsabilité aussi. Et voilà, par rapport je reviens sur les cosmétiques, il y a les problèmes avec les formulations. Mais là, nous, dans Creatis, on est dans le consortium Cosmétopac. Et on a toute la filière cosmétique. Donc on a les gens de la cosmétique, les formulateurs, les grandes marques. On a les transformateurs de plastique et on a les producteurs de plastique, les microbilles. Et puis après, vous avez les microbilles que vous... Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez les substances que vous mettez dans des mélanges auxquels on est exposé, mais il y a aussi les substances qui viennent des emballages, qui migrent dans les produits cosmétiques et qu'on se met sur la peau. Et donc là, la filière, tous les gens de la plasturgie, les plasturgistes sont en train de faire des études de migration sur les emballages, parce que là, il y a énormément d'emballages qui sont en plastique recyclé. Et dans quelques temps, je pense que c'est très rare, bientôt, 100%. C'est Febia et Ellipso là, qui ont sorti leur étude, il me semble, comment quantifier justement les, là, il y a carrément des études, relargages. Ouais, dans notre consortium, il y a des études qui sont menées là, à l'heure actuelle sur les plastiques recyclés. Alors, plastique non recyclé et plastique recyclé, avec des cosmétiques, des bases de cosmétiques qui sont souvent utilisées. Après, on met 0,1% de la poudre de perlimpinpin, 0,2% de je sais pas quoi, en nous faisant croire qu'on n'aura plus de rides après, mais non, ça c'est pas vrai. Mais en tout cas, on est en train de faire des mesures de migration. Et alors oui, le recyclage c'est super bien, ça nous déresponsabilise un peu, mais la réalité du recyclage, c'est que les gens de la plasturgie, ils récupèrent des billes de plastique recyclé. Mais entre batch, dans les sacs là qu'ils reçoivent, en fait, ils savent pas ce qu'il y a dedans, parce que le recyclage est tellement mal fait pour le moment qu'en fait, les billes, il y a tout et n'importe quoi dedans. Donc déjà, ils utilisent ces billes pour faire des emballages, et les emballages, ils savent pas finalement... alors les fournisseurs leur donnent, voilà, il y a telle ou telle substance dans les billes, mais il y a 50%, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc après, nous, on fait des évaluations de risque sur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et quand ils génèrent, à partir des billes recyclées, un emballage, ça génère d'autres substances chimiques. Le procédé génère encore autre chose. Donc tout ça migre dans nos produits formulés, et puis après, on se fait une bonne exposition d'un cocktail explosif. Non, mais effectivement, vous avez totalement raison. Ça, le plastique recyclé dans les cosmétiques, c'est un vrai sujet. Mais c'est même pas que dans notre industrie. En alimentaire, c'est pareil. Oui, oui. En fait, c'est le sujet juste du plastique recyclé. Parce que, en fait, ça serait un rêve, mais je pense que tout le monde le veut, que le plastique soit recyclé. Oui, réellement. C'est un rêve de tout le monde. Et soit safe. Il y en a, alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est monumental la production qui est à venir, et on ne sera même pas capable de la prendre en charge. Donc du coup, ils inventent. Alors comment ils appellent ça ? Je crois que c'est du surcyclage, où ils cachent un petit peu un produit plastique. Donc on va dire que 15 bouteilles, je sais pas, 10 bouteilles de shampoing en plastique. Pardon, ouais, désolée, j'ai le mauvais réflexe. 10 bouteilles de plastique vont être recyclées sous forme de cintre. Très bien, on a un objet maintenant qui est en plastique recyclé. Et du coup, ce cintre-là, une fois cassé, il va atterrir où ? C'est le même sujet. Ça reste du plastique. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, peu importe en fait où est-ce qu'on nous emmène, quand on nous dirige vers aller faire du plastique recyclé, utiliser moins. Après, il y a le Plastic Act. La FEBA a sorti, donc la Fédération de la cosmétique, c'est la FEBA,
a fait partie, alors je ne sais plus en quelle année, a sorti le Plastic Act, je crois que c'était en 2014, un truc comme ça, où ils sont donnés pour objectif de recycler au maximum le plastique et d'avoir forcément moins 20, 30, je ne sais pas combien de pourcentage, dans les productions actuelles. Et c'est bien, on voit de plus en plus de plastique recyclé sur nos étagères, enfin dans les retails, sauf que derrière, c'est toujours cette idée de « Ok, il est recyclé, next, on en fait quoi? Il va où après ?» C'est repousser le problème toujours plus loin. Au final, on a toujours du plastique entre les mains qui va devenir un déchet, quoi qu'on en fasse. Et puis, moi, j'ai découvert pas mal de choses à discuter avec les gens de la plasturgie. La réutilisation, parce qu'on pourrait imaginer la réutilisation de nos bidons, c'est le vrai recyclage finalement. Mais en fait, le plastique est un matériau qui bouge beaucoup en fonction des bases qui sont dedans, des produits qu'on met. Et du coup, même le plastique, on ne peut pas le réutiliser comme ça à outrance. Et même les gens de la plasturgie, ils disent oui, mais si on veut réutiliser nos bouteilles de shampoing, il faut qu'on les nettoie, il faut qu'on les lave, il faut qu'on les désinfecte. Et en fait, rien que tous ces traitements changent les propriétés du matériau. Donc en fait, après, il y a cette migration qui risque d'être encore augmenté. C'est le problème qui est... c'est ce qu'il voudrait faire de cradle to cradle, tu sais, c'est du berceau au berceau, en fin de compte, pour dire j'utilise toujours le même produit en sécu fermé, d'accord. Ouais. Mais ça, en fin de compte, avec le plastique, ça ne marche pas. Ça marche d'accord. Et même, on discutait tout à l'heure par rapport au verre, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes j'en discutais tout à l'heure, sur le papier, par exemple, sur la fibre de papier, par exemple, le papier journal, qu'on recyclait une fois, après on arrivait à recycler la fibre 50 fois, ça, c'est allé. Le carton, on arrive aussi, mais il y a quand même des limites au système. Au bout d'un moment, la fibre, on est obligé de ramener de la fibre dedans, des produits chimiques en plus pour que ça tienne. Et le problème du verre, c'est pareil, le verre à recycler tout le temps. Et au bout d'un moment, il peut y avoir des métaux lourds qui restent et puis qui peuvent être en limite passés en fin de compte après dans le contenant. Donc il faut faire très attention. Et le plastique, en fin de compte, ça, on le voit. Je lisais encore un article l'autre jour où on disait recycler, mais enfin... c'est pas si simple que ça. Elle a raison, comment dire, de dire qu'en fin de compte, ça reste. Il y a un moment, de toute façon, c'est toujours du plastique. Et là, en gros, je disais qu'on avait 11 millions de tonnes ou 11 millions de tonnes par an qu'on balance comme ça systématiquement, et puis que l'océan de plastique, c'est 3 fois la France, je sais pas trop quoi déjà maintenant, chose comme ça, et ça s'accumule. Mais en fin de compte, pour le moment, il n'y a pas de biodégradabilité, et puis le plastique qu'on utilise, par exemple, sur les vêtements, parce on discute un peu avec le textile. Moi, on a quelques-uns avec qui je discutais. Ils me disaient le microplastique qui sort en fin de compte au niveau des vêtements, ça représente à peu près 15 à 30% du plastique qui circule, qui part dans la mer. C'est ça. C'est incroyable. Les fibres de c'est pour ça que dans la loi AGEC, au 1er janvier 2025, ils veulent mettre les nouvelles machines à laver. Il va y avoir un filtre qui va être collé pour filtrer justement ça. À cause de ça, justement, parce qu'il faut se rendre compte, on en rigolait hier soir quand on fait les sèche-linges, d'accord, ce qu'on perd sur un sèche-linge quand on enlève, en compte sur le filtre, vous vous rendez compte dans la machine à laver, quand ça part, tout à l'égout, clac, où ça va, en fin de compte. Donc voilà. Après, je vais sauter sur les perturbateurs endocriniens. Parce que les perturbateurs endocriniens, tout le monde en parle. Quand je regarde sur LinkedIn les imbécilités qui sont dites, on a l'impression qu'il y a des perturbateurs endocriniens absolument partout, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas identifier les perturbateurs endocriniens. En toxicologie, en écotoxicologie, les méthodes, on fait partie chez Kratis de Paper. Paper, c'est une plateforme intergouvernementale qui valide des études expérimentales pour identifier les perturbateurs endocriniens. Donc en fait, là, tout le monde est en train d'essayer de développer des méthodes, mais pas pour enlever les perturbateurs, juste pour les identifier. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Il y a 80... Paul, tu me disais combien ? 120. 120, ouais. Non, en pourcentage ? Non, mais c'est 99% des substances. Oui, il y a 99% des substances qui existent, qu'on utilise partout. On ne connaît pas les propriétés de perturbation endocrinienne. Oui, non, mais je suis d'accord parce que donc faut bien se rendre compte il faut garder raison quand même par rapport à ça. Oui, tout n'est pas perturbateur endocrinien. Le premier perturbateur endocrinien qui existe à l'heure actuelle, c'est le sucre. On voit l'obésité, les problèmes de diabète,
de pancréas. Donc, avant de tirer sur le... Parce que moi, en médecine, on apprenait qu'on disait toujours c'est un perturbateur du système endocrinien. Du système endocrinien. Attention, quand on parle véritablement, c'est perturbateur du système endocrinien. Ouais. C'est ça la façon précise, parce que le système endocrinien, comme on dit, on peut le perturber avec de nombreux produits. Ouais. Et le premier, c'est vrai que c'est le sucre. Donc, il perturbe le système endocrinien et boum, hop, on prend 30-40 kilos de plus. Là, c'est un exemple typique. Mais c'est vrai, ce que tu disais, Carole, c'est qu'on commercialise 120 à 130 000 substances au niveau européen. En gros, c'est ça, d'accord. Il est clair que là-dessus, on en connaît à peu près 10 000, avec l'annexe 6, des choses. Le reste, personne n'a fait de tests dessus. On a fait la tox et le cotox sur certains trucs. On va coller des H300, des H400. C'est impossible à l'heure actuelle. Ou H200. Sorti de ça, les PE, on n'a rien fait dessus. On fait des tests in vitro sur une substance. Donc, on va avoir une panoplie de tests in vitro. Et alors, quand on a les résultats, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Plus, moins, négatif, positif, on ne sait pas. À la fin, on ne sait pas quoi dire. Ça reste de l'in vitro. On ne peut pas faire de moins en moins d'in vivo parce qu'il ne faut pas... Mais c'est voilà, pour ça qu'on a développé effectivement cette batterie avec de... Tant qu'il n'est pas dans le REACH Update qui a été remis encore, on ne sait pas quand il va être mis. Il n'y aura aucune obligation de faire des études, même à partir d'1 tonne par an. Et pour toutes les autres substances qui sont produites en dessous de 1 tonne par an, complètement sous le radar. Oui, ça passe sous le radar, mais je suis d'accord. Voilà, et c'est pour ça que les seules choses qu'on voit au niveau des PE, si tu veux, c'est la liste qui vient de Deduct, en fin de compte, des Indiens, en fin de compte, qui est arrivée dans l'ANSES avec les 692 entrées, mais c'est des présumés, choses comme ça. Oui, il n'y a pas d'avérés. En avéré, il n'y en a pas beaucoup. On a quoi, une dizaine? Très peu d'avérés. Je vais me permettre de vous interrompre. C'est passionnant. Mais on va revenir à l'éco-conception. Je commençais avec le fil sur la machine à laver. C'est ce que j'allais dire. Et je sais qu'il y avait des questions en fait, qui n'avaient pas été posées ce matin. Si vous voulez les poser, n'hésitez surtout pas. Je vois Carla qui veut poser une question. Bonjour. Donc là, oui, pour revenir un petit peu plus spécifiquement à la cosmétique. Donc on a parlé éco-conception, etc. Mais un enjeu qu'on a à peine effleuré, c'est le côté social ou sociétal qui est lié à la cosmétique. Et je pense que c'est vraiment lié. Et cette question, elle s'est un petit peu posée, notamment pendant le Covid, avec quels sont les produits qui sont essentiels, quels sont les produits qui sont non essentiels. Alors du coup, forcément, c'est très très polémique parce que personne n'a la réponse. On pourrait se dire très naïvement, pour tout ce qui est le côté produits hygiéniques, c'est santé publique, donc c'est essentiel. Et puis cosmétique, c'est pas, ça se mange pas, donc c'est pas essentiel. Bien sûr, ça c'était à nuancer. On pourrait avoir envie de le dire, on peut même le penser, mais après il faut garder en tête que chaque personne n'est pas égale à des besoins qui sont différents, et surtout c'est très social, donc en fonction des injonctions qu'on a, que ce soit par son milieu social, son genre, sa culture, même sa religion. Et par exemple, il faut garder en tête que la cosmétique, c'est pas non plus une lobby qui a attendu le 21e siècle avec la pétrochimie pour exister. C'est quelque chose qui a toujours existé, la cosmétique, depuis l'Antiquité. Et d'ailleurs, avec des produits extrêmement nocifs, bien pire que tout ce qu'on pourrait imaginer de ceux d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi garder en tête que ce n'est pas simplement par méconnaissance. Les gens n'avaient aucune conscience des risques chimiques à cette époque-là, etc. Il y a peut-être de ça qui joue, mais c'est surtout, je pense, il y a des effets qui étaient bien connus, dus à l'injonction sociale ou de son statut social à ce que la cosmétique avait d'important. Mettre du fard à paupières, quitte à ce que ses sourcils tombent en quelques années, avec du plomb, du mercure et ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que quand on parle de est-ce que c'est essentiel, etc., de peut-être diminuer sa consommation, c'est pas juste une question qu'on peut balayer comme ça avec la responsabilité individuelle de chaque personne, mais c'est vraiment un enjeu social. Et donc du coup, ça
ça va être aussi par rapport à l'image dans notre société, l'image de soi-même qu'on véhicule. Donc, par exemple, dès lors qu'on va parler de summer body ou de ce genre de choses, ou qu'on va essayer de cacher les signes de vieillesse, les rides et les cheveux blancs, etc. Bon, je suis moi-même concerné, hein, j'ai des cheveux blancs, j'ai du mal à l'assumer, mais c'est quelque chose sur lequel, en fait, socialement, il faudrait travailler. Et voilà, c'est une autre approche plutôt que de faire de l'éco-conception avec on surconsomme de toute façon des produits cosmétiques et essayer de faire moins d'emballage. Bah, peut-être qu'on va essayer de changer l'image de soi-même. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour ce partage. Et Anne-Sophie. Oui, je voulais rebondir. Effectivement, je pense qu'avec Sandrine, ça fait une petite bonne dizaine d'années qu'on est dans ce milieu et je pense qu'on a vu les choses évoluer. Alors effectivement, du coup, 2 aspects par rapport à ce que tu dis, Carla. Moi, je vois il y a 10 ans, le terme éco-conception dans les créateurs de marques cosmétiques, ça n'existait pas, clairement. Aujourd'hui, tout le monde se réveille à se dire tiens, j'ai créé une marque cosmétique parce que pendant le Covid, j'ai pas trouvé ce qui répondait à mes attentes, etc., etc. Les chiffres qui sont donnés, alors je sais pas si c'est avéré ou pas, mais il y aurait à peu près 300 marques qui essaieraient de se créer chaque année. 1000. Comment ? 1000. Je vais rester sur les 300. Je suis modérée. Et il y en a 70. 70% de ces marques-là qui ne durent pas plus de 3 ans. Exactement. Et en fait, ce qu'on voit avec toute cette nouvelle marque, c'est que maintenant, dans leur cahier des charges, c'est la base, l'éco-conception. Tout le monde est éco-conçu, tout le monde est transparent vis-à-vis du consommateur, tout le monde va aller chercher du sourcing, des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier volet. Et après, je vais donner la parole à Gilles. Et donc, le deuxième volet, qui est, pour le coup, sociétal. Ça, c'est mon opinion purement personnelle. Hein. Mais on en parlait tout à l'heure avec mes collègues. Moi, il y a 10 ans, quand je suis rentrée dans l'industrie cosmétique, certaines jeunes femmes de mon âge étaient maquillées, d'autres pas. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes filles, comme on disait sur les réseaux sociaux, là, il y en a quand même beaucoup qui ont des ongles en gel, qui ont des fossiles, etc., etc. Quid de tout ça, en fait, on n'est plus du coup sur la naturalité, on n'est absolument pas dans l'éco-conception, on n'est pas non plus dans l'acceptation de soi-même, on est aussi... Enfin voilà, on pourrait disserter, je pense, des heures et des heures là-dessus, mais effectivement, en fait, tout change. Et il y a un paradigme qui est actuellement entre la sécurité, l'appropriation de soi-même, l'éco-conception, la planète. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets. Je pense que dans tous les cas, on ne peut pas tout résoudre en une table ronde, en quelques minutes de discussion. Mais voilà, c'est des sujets qui sont passionnants, quoi. On peut poser des petites, des petites pierres. Je peux juste prendre 5 minutes, même pas. Juste pour vous répondre, il y a un truc qui a vachement changé quand même, c'est la femme n'est plus blanche sur les publicités. Et ça, c'est quand même une belle avancée. Et ça, on l'a vu seulement il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous voyez juste des femmes de couleur. Vous voyez là en ce moment la campagne de Sephora sur le no aging. Donc on voit des femmes âgées, posées. Il n'y a plus de retouches. Donc on voit vraiment la femme, elle est... La représentation de la femme n'est plus ce qu'on avait, nous, quand on a débarré il y a 10 ans. Donc il y a un vrai effort déjà par rapport à ça, par rapport à l'image de la femme. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Gilles. Alors j'essaye de rebondir différemment. Moi j'ai une question pour Bastien. Parce que sur ce que ce que je dis, on n'a pas encore donné la parole à Bastien et il y a beaucoup de choses à dire sur l'éco-conception. Et juste avant, tu as dit très judicieusement, maintenant tout le monde veut être éco-conçu. Je pense qu'il y a des notions de vertu derrière tout ça. Je pense qu'il y a aussi une version économique. Et c'est là où je pose une question à Bastien, parce qu'on a eu pas mal de discussions. Est-ce que ça a un intérêt économique pour l'entreprise de faire de l'éco-conception ? En effet, il y a un intérêt économique. Comme on le disait au départ, c'est corrélé avec le développement économique de la société. L'éco-conception va apporter des avantages à une société. Il n'y aura pas forcément d'inconvénients. Les gens vont travailler pour faire un produit pas forcément vertueux qui ne trouvera pas de marché. On va travailler sur un produit qui va être
meilleure pour l'environnement, tout en gardant une qualité d'usage similaire. Donc tous les clients qu'on avait déjà, on va les conserver. On va pouvoir aller chercher d'autres clients qui sont plus réceptifs à ces démarches-là. On va pouvoir peut-être diminuer ses coûts, donc augmenter sa marge. On va peut-être, il y a énormément de gains économiques à faire de l'éco-conception. Il y a beaucoup d'entreprises, on parle beaucoup d'emballage depuis le début de la journée. Les entreprises cotisent auprès d'éco-organismes quand on met sur le marché des emballages. Si on fait de l'éco-conception, cette cotisation diminue. Donc il y a énormément d'entrées pour faire de l'éco-conception. Il y a énormément de gains économiques. Et si on reprend l'exemple de vous ce matin, il me semble, de 900 Care, si ça se dit comme ça, vous dites ça se vend cher pour quelque chose de similaire. Mais en fait, l'éco-conception lui a permis d'innover, lui a permis d'avancer et d'être en avance sur un marché qui est très, très nouveau. Donc il se permet de mettre des plus grandes marges et des produits un peu plus chers. Et dès lors que la concurrence va arriver, comme dans toute démarche d'innovation, les marges vont commencer à se réduire et les produits vont commencer à avoir un prix, on va dire, relativement similaire. Mais pour moi, il y a du développement économique. Et de mémoire, tu parlais même sur les marges d'un produit. C'est-à-dire que quand on prend un produit et qu'on reprend ce produit en éco-conception, alors de mémoire, il y avait à peu près 20% de marge en plus. C'est à peu près cet ordre de grandeur qu'il faut compter. C'est assez compliqué. C'est vraiment du cas par cas l'éco-conception. Tout d'abord, pour faire un point un peu plus global, on peut tout éco-concevoir. Tout est possible. La marge en tant que telle, ça dépend. En fait, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Comme je l'évoquais, soit on peut diminuer le coût de production de son produit, donc augmenter sa marge en le vendant à un prix similaire. Soit on peut peut-être augmenter le coût de son produit en production, mais comme on va aller chercher de nouveaux marchés, on va aussi créer de la richesse. Donc il y a plusieurs manières, c'est pas forcément quantifiable. Après, il y a des études de l'ADEME qui permettent d'avoir des retours d'expérience de certaines entreprises. Un document qui s'appelle «Analyse des bénéfices de l'éco-conception» qui est sorti en janvier 2023 sur une étude de 2021, donc je vous invite à aller le voir. Mais il y a beaucoup d'avantages et des bénéfices certains à faire de l'éco-conception. On va continuer parce que justement l'AER accompagne le développement de projets en éco-conception. Alors je voulais d'abord peut-être qu'on rappelle ce que fait l'AER pour commencer, et puis peut-être nous dire aussi comment on se positionne aujourd'hui, en tout cas au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises en termes d'éco-responsabilité. Pour faire un peu le lien avec la question d'avant, ça fait énormément le lien, je m'en rends compte. Moi, je fais partie de l'AER, donc de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. On est une agence de développement économique et on accompagne les entreprises sur l'éco-conception. Donc ça prouve un peu le lien entre le développement économique et l'éco-conception. Donc on est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté et par des territoires de Bourgogne-Franche-Comté pour maintenir et accompagner le développement économique sur le territoire. Donc on accompagne des entreprises et des territoires pour développer l'économie. Moi, je fais partie du pôle transition énergétique et économie durable. Donc on accompagne 3 thématiques. On accompagne la récupération de chaleur fatale, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, qui est un mot assez barbare aux premiers abords, mais c'est aller plus loin que l'éco-conception et changer de modèle économique. C'est ne plus produire plus pour gagner plus, mais aller vers une vente de services, une vente servicielle. Donc c'est un petit peu pousser plus loin l'éco-conception et rester aussi dans cette économie circulaire. Et la dernière mission qu'on accompagne, c'est l'éco-conception. Donc ces 3 missions sont cofinancées par l'ADEME, et notre objectif sur le territoire, c'est d'être un apport et un soutien technique pour les entreprises sur ces thématiques. Donc ça peut être en collectif ou en individuel. Et dès lors que les entreprises sont matures pour y aller, qu'on a amené les billes et les réponses à leurs questions, on va les accompagner dans des accompagnements financiers où je pourrais dérouler un petit peu plus après. La seconde question, c'était sur l'éco-responsabilité des entreprises. C'est un peu cru à dire, mais toutes les entreprises sont éco-responsables. À plus ou moins une échelle différente. Tout le monde est devenu éco-responsable. On voit la conjoncture fait que les entreprises deviennent éco-responsables. Il faut économiser l'énergie, il faut économiser beaucoup de choses. Après, ça dépend des échelles. Il y a des personnes qui mettent différents moyens pour être plus ou moins éco-responsables. Mais le mot éco-responsable reste quand même assez vague, donc je reprends un petit peu les lois, ces choses-là. Il me semble que c'est dans la loi AGEC qu'on a interdit de dire qu'un produit était éco-responsable, un produit était biodégradable, un produit était éco-conçu, parce que
c'est vague, ça donne pas d'indication aux clients. Et dire qu'une entreprise est éco-responsable, c'est aussi assez vague. Il y a énormément et beaucoup de chemins et de démarches pour être éco-responsable. On peut travailler sur son bâtiment, sur son produit, sur ses consommations, sur ses déchets. Donc, en effet, les entreprises de la région sont éco-responsables, mais dans quelle mesure, c'est du cas par cas. On va poursuivre aussi sur ce que vous proposez, justement. On commence à parler de cet accompagnement, peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. On parlait du coût, ça a un coût, effectivement. Donc comment vous aider, comment vous intervenez, justement, au niveau de l'AER? Alors, en région, nous, on intervient sur, on va dire, à plus ou moins des échelles. On intervient déjà en collectif, avec des collectifs d'entreprises, donc ça peut être pour de la sensibilisation, donc leur expliquer qu'est-ce que l'éco-conception, ce que ça peut leur apporter, comment ça fonctionne, et aussi sur de l'accompagnement, donc aller beaucoup plus loin dans la thématique, essayer de les former, essayer de leur apporter vraiment les billes pour se lancer, pour qu'ils aillent plus loin, qu'ils puissent mettre ça en place au sein de leur société. Et en individuel aussi, on accompagne les entreprises, donc sur un petit peu la même manière. On va rendre visite aux entreprises, on leur explique ce qu'est l'éco-conception, on essaye de faire du cas par cas en fonction des secteurs d'activité. Et dès lors qu'ils sont matures, dès lors que c'est leur besoin, parce que beaucoup d'entreprises veulent faire de l'éco-conception, mais par exemple, peut-être qu'une entreprise va nous appeler pour une gestion de déchets, et là, c'est plus du tout notre scope, donc on les renvoie vers les autorités compétentes, on va dire. Et dès lors qu'ils sont vraiment matures à faire de l'éco-conception, on les accompagne techniquement pour cadrer le projet avec eux. Donc trouver sur quel produit s'attaquer, parce qu'il y a aussi une stratégie de cibler le bon produit. Il y a une stratégie de bien monter son équipe projet. Il faut une équipe projet pluridisciplinaire. L'éco-conception, ça ne peut pas être porté par une seule personne au sein d'une société. Il faut qu'il y ait tous les corps de métier. Et ensuite, dès lors que tout ça est bien cadré, on leur propose un bureau d'études et on travaille avec des accompagnements financiers de l'ADEME. Donc l'ADEME accompagne sur l'éco-conception les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Avec un petit aparté pour l'emballage, parce que ça fait des années qu'ils aident l'emballage, donc c'est plutôt Citeo, l'éco-organisme, qui fait des appels à projets pour accompagner l'éco-conception d'emballage. Mais pour ce qui est des secteurs d'activité, pour mettre en place une démarche d'éco-conception, c'est très bien aidé, donc c'est aidé à hauteur de 60 à 80% en fonction de votre taille, pour faire une analyse de cycle de vie, comme on l'énonçait ce matin, de référence, trouver des pistes d'amélioration. Et il y a aussi des financements pour mettre en place ces pistes d'amélioration et pouvoir sortir un prototype éco-conçu et un produit, un premier POC, on va dire, de produit. Et c'est financé très rapidement. Excusez-moi, juste une question. Vous êtes vous êtes l'équivalent d'un pôle de compétitivité? Parce que on en connaît plusieurs avec lesquels on travaille. Puis quand vous décrivez vos missions, ça ressemble assez à ce que font les pôles de compétitivité. On n'est pas forcément, non, on n'est pas un pôle de compétitivité, on est une société publique locale. Donc pour reprendre un petit peu on va dire d'un scope un peu plus éloigné, quand la présidente de région est élue, elle met en place un schéma régional de développement économique. Et en fait, tout ce schéma régional de développement économique est retranscrit dans nos missions au sein de l'agence économique régionale. Donc c'est eux nos donneurs d'ordre, on va dire, et on applique les lignes du schéma régional de développement économique. Donc on est vraiment on travaille avec les pôles de compétitivité en parallèle, mais on n'est pas forcément, on n'est pas du tout sur les mêmes missions. Vous travaillez aussi avec les CCI, j'imagine, du coup, parce que ces organismes aussi sont là pour les. En fait, il y a énormément d'organismes de ce type-là pour aider les entreprises à mener des missions un peu annexes à ce qu'ils font déjà, quoi. On va dire qu'en chaque région a sa structuration. Par exemple, en Grand Est, c'est les CCI qui accompagnent l'éco-conception. Chez nous, en fait, on a le réseau de la transition écologique et économique de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un réseau qui est financé et animé par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME, qui regroupe les CMA, les CCI, l'AER, BPI France, le CETIM, donc beaucoup de structures. Et en fait, on a tous des missions financées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur la transition écologique. Et en fait, on est tous complémentaires. Donc nous, l'AER, on va être sur les 3 missions que j'ai évoquées. Les CCI vont plus être sur la gestion énergétique du bâtiment, sur la gestion des déchets, tout comme les CMA en fonction des ressortissants. BPI qui prend de plus en plus d'ampleur sur les questions de financement de la transition écologique et aussi intégré dans le réseau dans ce réseau-là. Donc on est vraiment dans on va dire dans une intelligence collective. Et notre objectif, c'est d'accompagner au mieux les entreprises sur les sujets de la transition écologique. Gilles, je
vois que vous voulez réagir. Oui, moi du coup j'ai une question pour revenir sur l'éco-conception, parce que quand on t'en entend parler, effectivement je suis tout à fait d'accord, tu m'as fait essayer, donc je rebondis sur le fait que c'est très pluridisciplinaire, c'est très intéressant quand on arrive à atteindre ces objectifs. D'ailleurs, comme on a à peu près 16 ou 17 objectifs, vous les présentiez tout à l'heure, en tout cas indicateurs à essayer de viser. Pour quelqu'un qui fait de l'optimisation, pour moi, c'est du pain béni, parce qu'on se dit, OK, c'est de l'optimisation multi-objectif, très bien, donc ça va être plutôt facile quand on sait faire. Et on se rend très vite compte qu'on manque de données, puisque pour faire de l'éco-conception, généralement, on s'appuie sur un catalogue de données pour aller choisir celle qui correspond le plus à notre besoin. Et est-ce que la première et le manque de données, pour moi, est un véritable obstacle en tant qu'acteur de l'IA? J'allais te poser la question, sur la question des données, justement. Et du coup, la question est de dire, est-ce que... Alors, je sais que pour certains types de produits, il y a des acteurs privés qui vendent leur base de données. Dans la cosmétique, on en est où aujourd'hui? On a une mutualisation de ces bases de données? Parce que même, je veux dire, et je rebondis sur le fait de faire du développement participatif, pas participatif, pardon, de l'open innovation, merci. Tous les acteurs du cosmétique pourraient mettre leurs données en commun pour faire des bases de données justement sur de l'éco-conception. Ça ne leur coûterait pas plus cher. Au contraire, ça leur permettrait de profiter aussi des données des autres, et chacun utilise cette donnée à sa manière. Du coup, on en est où? Si je peux parler d'un point de vue général, et après je vous laisse parler en tant qu'expert cosmétique et chimie. Moi, d'un point de vue général, en fait, l'éco-conception, il y a 3 typologies de données. Il y a les données primaires que l'entreprise va pouvoir collecter, il y a les données semi-spécifiques qui sortent des référentiels, et il y a les données secondaires qui sortent de bases de données. Quand on parle de logiciels d'analyse de cycle de vie expert, on peut prendre ces bases de données dites expertes pour modifier les données à notre guise en fonction de ce qu'on peut avoir en lien avec nos fournisseurs. Les bases de données en éco-conception, c'est la plus grande, on va dire, c'est EcoInvent, qui est une base de données suisse, et il me semble, alors, je vous laisserai me rebondir, mais il me semble qu'en termes de chimie, on est sur quelque chose quand même d'assez bien développé. Après, sur la mutualisation des données, c'est toujours pareil. Moi, je suis plus dans une vision de coopération, mais pourquoi votre concurrent donnerait ses données pour les rendre open? C'est toujours la question. Pourquoi moi, j'ai pas forcément la réponse, mais je trouve ça logique. Mais pourquoi on avancerait ensemble dans la transition écologique? Pourquoi je te mettrais pas des bâtons dans les roues? Donc, c'est un peu complexe. Mais sur la chimie, je sais pas. Je sais que sur le numérique, il y a des bases de données, on va dire, qui sont qui sont très chères, qui sont très très chères, donc je comprends l'accès aux données, là c'est assez complexe, c'est assez controversé. Sur la chimie, je ne sais pas du tout s'il y a des indépendants qui font des bases de données, donc je vous laisse répondre. Alors, il y en a beaucoup. Et de plus en plus, chaque année, depuis à peu près 3-4 ans, là je les vois émerger. Moi j'ai choisi de travailler avec Kilsaco, parce qu'ils ont développé un logiciel dédié à l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Et ça fait 3 ans et demi que je les challenge sur beaucoup d'ingrédients. Je prends l'exemple d'un ingrédient en parfumerie, le bois de oud. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Le bois de oud, non? C'est une senteur à la base, qu'on utilise en tout cas en parfumerie. Et à la base, c'est la moisissure d'un bois. Et donc, c'est cette moisissure-là, cette pourriture du bois qui émet des molécules qu'on réutilise, etc., pour la parfumerie. Et donc, quand on a eu à faire justement cette analyse du cycle de vie pour la marque, on est resté coincé parce qu'aucune base de données n'avait l'info de ça émet quoi, l'émission d'un bois qui pourrit. Et donc, on a travaillé, et donc c'est pour ça que ça met du temps, et c'est pour ça que ça coûte très cher, parce que du coup, aller calculer l'émission, les émissions d'un bois qui pourrit. Nous, on l'a fait, ça a mis du temps, mais on l'a fait, et donc du coup, on a pu, avec cette étude-là, on a pu travailler sur beaucoup de nouveaux ingrédients pour la parfumerie. Et donc la plateforme Kilsaco Maker, alors du coup c'est Kilsaco la société, mais ils ont développé Kilsaco Maker, donc si vous voulez le chercher c'est KILSACO
SACO, Maker. Ça, c'est un outil où l'entreprise peut directement travailler, donc il paye un abonnement annuel, et du coup, il travaille directement. Donc, c'est hyper simplifié. On peut rentrer nos données, etc. Et lui, il va calculer tout. Donc, il a une base qui est assez enrichie en parfumerie, pour les infos en parfumerie et en cosmétique. Et donc, du coup, on peut avoir facilement un résultat. Du coup, ce qu'on souhaite avoir, c'est ce côté ABCD, vous savez, le côté Nutri-Score un petit peu qu'on pourra avoir. Il y a le Green Impact Index qui existe. Il y a Clarins qui a sorti aussi son pack, je ne sais pas comment il l'appelle. Alors ça, c'en est un autre, mais il y a Clarins qui a sorti le sien. Enfin, voilà, chaque marque aujourd'hui sort ses critères pour un futur affichage environnemental. Donc c'est hyper intéressant de voir comment les marques aussi prennent l'avance, de se dire, OK, cette loi va sortir, comment on va se transformer rapidement. Donc des outils, il y en a. Moi, je voulais entendre aussi Anne-Sophie sur cette question des données, parce que justement en intro, ce que je disais, tu as un attrait pour les nouvelles technologies, et je voulais t'entendre aussi par rapport à... beaucoup de micros pour une seule personne. J'ai envie de botter en touche parce qu'en fait, à chaud comme ça, en fait, enfin, la data, ça dépend des datas. Aller chercher jusqu'à l'impact de chaque matière première, eh ben, on en est extrêmement loin, sachant que, alors moi j'ai plutôt une expérience PME, et déjà que quand on travaille pour une PME, des fois on a du mal à savoir même juste quelle est la zone de récolte, de sourcing exact, la zone géographique de chaque matière première. Donc déjà, si on a du mal à savoir ça, aller très 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 loin dans les données, à l'heure d'aujourd'hui, ça me semble complexe. Néanmoins, l'industrie cosmétique au sens large est également drivée par des acteurs comme Cosmos, par exemple, qui a leur référentiel pour la partie naturalité. Je pense que aller chercher peut-être les informations auprès de ces acteurs, Cosmos, Cosmed, là il y a les initiatives Trace au niveau de la logistique, de tout ce qui est supply chain, traçabilité de toute la supply chain de l'industrie. Il y a également la Commission européenne qui a lancé ACTT for Cosmetics. Donc en fait, il y a des consortiums, c'est en train de se mettre en place. Pour l'instant, les datas exactes, où aller les chercher, moi personnellement, je n'ai pas l'information. Ben, c'est ça, en fait, c'est ça. Je pense aussi ça arrive petit à petit. Il y a des volontés, parce qu'en fait, il y a des volontés de la part des consommateurs. En fait, là, on part de l'inverse. Donc, c'est les consommateurs qui demandent, et au fur et à mesure, ça redescend jusqu'à la chaîne, en fait. Je pense que les fabricants d'ingrédients, ils sont un petit peu serrés en ce moment entre tout ce qu'on leur demande, d'assurer la sécurité des ingrédients, d'assurer de la data sur l'écotoxicologie, sur la biodégradabilité de leurs matières premières. Enfin, dans les FDS, on a quand même du mal à avoir ces informations-là. Encore plus quand ça vient de l'étranger. Ah bah voilà, enfin... Et en fait, il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas sourcer tout en France, on ne peut pas sourcer tout en Europe. Il y a d'autres protocoles qui existent aussi comme les protocoles de Nagoya pour aller protéger l'écosystème mondial et les ressources rares. Voilà, il y a des choses, mais ça va demander du temps. Je crois que Gilles voulait rebondir. Il y a des actions collectives, et c'est pour ça qu'en fait le collectif est hyper important. Et sans le collectif, on n'arrivera pas à placer l'éco-conception en fait dans l'industrie. Ça, c'est juste, on le voit, toutes ces collectifs qui se montent, toutes ces communautés, etc., tout ce qui se crée. Ce que vous faites aussi à votre niveau avec le Cosming Pack. Voilà, ça c'est encore des modèles de collectifs qui se montent, qui se créent, parce que justement on a cette volonté de transformation dans l'industrie. Et ça, il y en a à tous les niveaux, au niveau packaging, au niveau retail, la trace au niveau de la logistique, quoique derrière on m'a émis pas mal de vigilance par rapport à ça. Parce que qui détient la donnée en fait ?
Les gros, et c'est pire que ça, c'est Amazon. Et quand on monte tout ça, on se dit pourquoi c'est les Américains qui conservent nos données, quoi. Donc c'est là où je rebondis un petit coup, c'est que je comprends effectivement que la donnée, c'est encore le nerf de la guerre et il faudrait un éditeur de logiciels SaaS pour agréger un petit peu plus tout ça, là. Ce serait pas mal. Je rebondis à peine plus loin sur l'éco-conception et je suis un peu plus provocateur. Effectivement, on a eu l'occasion de parler un petit peu tout à l'heure sur le fait qu'il y avait un énorme problème au niveau du packaging. Et vu de l'IA et de la robotisation qu'on a aussi, la question que je me pose est de dire, OK, au lieu de faire de la cosmétologie, de l'empaqueter jusqu'au consommateur, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un mini-robot qui vient mélanger les composants au dernier moment juste devant le consommateur pour faire quelque chose qui lui est complètement adapté, puisque l'IA a cette vocation de faire de la personnalisation. Je pensais que c'était un peu futuriste. Et a priori, tu m'as répondu, mais je partage l'info, du coup, je te laisse répondre. Peut-être que tu connais, c'est la marque Beauty Mix. C'est bien, maintenant j'ai l'impression de vendre tout plein de marques. Beauty Mix, c'est comme un truc. Ouais, comment ça s'appelle? Un quoi? Un Thermomix, voilà, c'est ça que je cherchais. Un Thermomix pour fabriquer vos produits cosmétiques. Donc il y a des bases, elle propose des recettes, et selon si vous avez, je sais pas, de l'acné, les cheveux gras, des pellicules, des taches, etc., peu importe, vous pouvez rajouter les actifs qui vont bien, etc. Et vous avez votre produit instantané. Et on a même évoqué également une belle innovation qui a à peu près 2 ans, qui s'appelle Maison M, et qui propose un rouge à lèvres. Donc on a 3 teintes à l'intérieur, on rajoute les tubes de teinte et on fabrique notre propre rouge à lèvres directement là sous nos yeux, quoi. Donc il y a plein d'innos. Et est-ce que c'est plus éco-responsable du coup de se dire au lieu de fabriquer tous ces packaging pour vendre, et on sait que dans le cosmétique le visuel, ce qu'on porte, le poids, c'est l'expérience utilisateur est ultra importante. Mais est-ce qu'au final est-ce que ce serait pas plus malin de se rapprocher, tu avais évoqué pour des produits de santé de base effectivement de remplir, de recharger ces produits, mais est-ce que le concevoir pour la personne spécifique, ce ne serait pas le plus éco-responsable à la fin? Eh ben, c'est exactement vers les tendances, en tout cas, vers là. Si on regarde un petit peu un cahier de tendance, entre 2024 à 2030, on va typiquement vers ce type de choses. Donc on va vers de la personnalisation. Vraiment de plus en plus, et puis on le voit avec ce type de produit, où les machines arrivent dans nos salles de bain. On va aussi vers de la multifonction. On va acheter un produit qui peut être utilisé pour plein de choses. On prend des marques qui créent un rouge à lèvres, qui peuvent aussi s'en servir comme fond de teint, comme voilà, plein de choses. On prend, il y a voilà, la multifonction, la personnalisation. Ça, c'est vraiment des tendances fortes jusqu'à je pense jusqu'à 2025. Enfin, 30, pardon. Et je crois que tu disais que l'IA s'emparait de ce secteur, du coup. Pardon ? Et je crois que tu disais que l'IA s'emparait un petit peu de ce secteur. Carrément. Carrément, la beauty tech, c'est vraiment quelque chose sur lequel on voit de plus en plus d'innovations monter d'année en année. Le fond de teint, le teint aujourd'hui, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a une telle diversification de la population, des populations qui se mélangent, etc. Du coup, on a des teintes de peau très différentes. Et aujourd'hui, on a une complexité en termes de formulation de trouver des teintes pour toutes les peaux. En tout cas, c'était des challenges que beaucoup de marques ont essayé de travailler sur ces sujets, en tout cas. Et ben là, on arrive avec du Cosmecode. Non, c'est ça, c'est Cosmecode, qui arrive justement avec l'IA à proposer quelque chose personnalisé avec les teintes adaptées pour chaque carnation. Eh ben, merci beaucoup. On va pas tarder à arriver petit à petit progressivement sur la fin, mais effectivement, je vais d'abord me tourner pour savoir s'il y avait des questions avant de poursuivre sur une dernière question. Mais je crois, il me semble, oui. Moi, j'aimerais réagir par rapport à l'utilisation. Est-ce que vous pouvez vous présenter simplement ? Oui, je suis Pascal Schfera, je travaille dans le nettoyage de fenêtres. De fenêtres de toit et panneaux solaires. Mais j'aimerais réagir par rapport à l'emballage des cosmétiques et notamment par rapport au rouge à lèvres et au fard. Il y a une méthode qui a été utilisée il y a plus de 2000 ans
déjà, c'est les bases en argile pour conserver le rouge à lèvres. Et c'est des techniques qui sont utilisées en Afrique du Nord pour le maquillage donc à base sèche. Est-ce qu'il n'est pas possible d'adapter ces techniques anciennes aux habitudes actuelles et les mettre en valeur par un nouveau packaging plus naturel, parce que l'argile, la terre cuite, c'est facile à travailler et c'est naturel. Et c'est facilement recyclable. L'emballage en terre. Oui, le maquillage qui est déposé sur de la terre cuite. Après, ouais, Anne-Sophie, si tu veux. Il y a juste à le mouiller à l'humidifier pour l'appliquer sur les personnes. Alors effectivement, j'en ai déjà eu un dans les souks marocains. Effectivement, c'est oui. Et ben en fait, d'un point de vue sécurité, consommateur, on parlait du risque chimique, etc. Quid des métaux? Quid des composants qui sont mis là-dedans? Quid de la partie microbiologique éventuelle avec le doigt sale qui traîne partout, qu'on remet sur sa peau, etc., etc., etc. en fait. Donc c'est ce qu'on disait, tout évolue, les réglementations évoluent, les connaissances évoluent également. Et finalement, ce qui se faisait de manière ancestrale, qui était effectivement très bonne avant, aujourd'hui, on a enrichi nos connaissances, et ce qui fait qu'on ne peut pas juste se réapproprier ces choses-là simplement, parce qu'on a d'autres approches scientifiques qui sont arrivées. Je voulais juste rajouter, effectivement, c'est exactement ces sujets-là. C'est pourquoi on ne peut pas se les réapproprier aujourd'hui. Il y a tous ces problèmes de migration aussi. On va mettre le doigt dedans tout le temps. C'est comme les pots de crème. Quand on met son doigt dans un pot de crème classique, imaginez bien qu'il est bien conservé. Donc, il est bien chargé en conservateur. Sinon, vous n'allez pas mettre votre doigt dedans s'il n'y a pas de conservateur. Enfin, c'est pas possible. Ou alors il est conditionné dans un tube en airless plastique, sans air, où là il y a zéro contamination et la formule elle est protégée. Mais dans ce type de produit, il y a des marques déjà qui s'emparent aussi de la terre, comme une marque, vous pouvez regarder, c'est Cœur Veillé, qui propose du skincare. Elle a un très bel emballage en terre cuite, je crois que c'est de la porcelaine, qu'on peut réutiliser, et à l'image de ce que je vous ai montré ce matin avec la crème libre, avec son petit pot en béton allégé, on a une cupule. La cupule, c'est ce petit emballage en plastique qu'on vient recharger. Et donc voilà, on a ce type d'emballage qui existe avec ce type de matériau-là, mais uniquement pour du réemploi. Alors il nous reste 5 minutes. Jules Xavier, tu voulais prendre la parole, et puis Carole aussi. Moi, je voulais juste dire une bêtise. C'est Bastien, c'est ça? Oui. Vous avez parlé d'éco-responsables. Alors, ma question bête, c'était est-ce qu'il y a des éco-coupables? Je peux pas prendre parti. Non, là, en fait, voilà, parce que vous êtes dans une activité de favoriser, de sponsoriser, d'assister, d'accompagner des initiatives. Mais dans le spectre de tout ce qui est fait, est-ce qu'on n'a pas des gens qui tirent contre le camp de l'environnement et qui jouent à contre-courant et qu'il faudrait potentiellement freiner? Voilà. Sur cette question, c'est assez complexe de répondre. Après, en effet, on a parlé aujourd'hui beaucoup de transition énergétique, de transition écologique, d'éco-responsable, d'éco-conception. Moi, je le vois à mon quotidien, le nerf de la guerre, c'est l'économie. Donc, si la personne lui dit de faire de l'éco-conception et qu'il n'a pas de gain derrière, on revient à la croissance, la question de... Là, on a vu un acteur se créer de toutes pièces et arriver et défoncer des tonnes de grandes marques, avec Shine, par exemple. Je crois qu'on dit comme ça. Mais on est sur des gens, c'est des malades pour la planète, quoi. Et là, on est, pour moi, sur des gens qui ne sont pas très responsables. Et demain, une initiative comme ça peut naître et trouver dans la partie cosmétique un équivalent. Ouais. Là, après, c'est pour moi un avis personnel. J'ai échangé avec mon collègue là-dessus l'autre jour. L'éco-conception, l'entreprise, puis on l'a évoqué aujourd'hui. L'éco-conception, l'entreprise peut faire tous les efforts du monde. Tant que le client aussi n'aura pas un changement de mentalité sur son achat responsable, sur ces choses-là, on ne pourra pas forcément aller plus loin. Et Shine
et l'image même de ce que je dis. Oui, mais alors le consommateur qui veut fumer du tabac, aujourd'hui, il y a des initiatives pour essayer de le décourager. L'alcool, on a une loi qui empêche de faire de la publicité pour l'alcool. Et sur Instagram ou à la télévision, on voit des choses ahurissantes. Mais c'est pour ça que c'est... Pardon, je me permets, hein, mais c'est vraiment la main et côté consommateur. C'est à nous, et justement... Régulateur. Et régulateur. Oui, s'il y en a. Voilà. Michel aussi qui Oui, le problème qui est posé, par exemple, là tu parles de Shine, c'est dans le textile. Et dans le textile, la réglementation, ça c'est chinois, ça pose un énorme problème. C'est pour ça que si on prend des fabricants type Lacoste ou Decathlon, des choses comme ça, ils essayent d'être vertueux, d'accord, pour essayer de dire, avoir un discours maintenant en disant, nous, on respecte tel type de réglementation. Parce que c'est vrai que dans la réglementation, par exemple, textile, il n'y a pas véritablement de réglementation. En fin de compte, on s'en tient en fin de compte à des restrictions. Par exemple, qu'on va dans l'annexe 17, qui peut arriver sur les textiles. Il y en a beaucoup de restrictions dans l'annexe 17 de REACH avec les textiles. Sorti de ça, circuler, rien à voir. D'accord ? Mais c'est vrai que s'il y avait une réglementation textile, comme il y a la cosméto, le packaging, à mon avis, Shine aurait des gros soucis. Parce que c'est clair qu'en fin de compte, et pour avoir discuté avec certains comme Lacoste, en fin de compte, ou de Decathlon, eux, ils disent, on sait très bien qu'on a des usines, par exemple, de Decathlon à l'étranger partout, qu'on est tout le temps dans nos usines, parce que si on tourne le dos, on s'en va, on n'est pas là, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont utiliser comme colorant, parce que je tiens à vous préciser qu'à une époque, alors oui, il y a des colorants qui sont totalement interdits, les colorants azoïques, enfin, tip-top les colorants, je vais vous dire, vous en mettez sur les fringues, c'est ad vitam aeternam, vous faites 50 machines, c'est toujours aussi beau, d'accord, c'est pas en train de passer les couleurs, sauf que c'est un produit, et il n'y a pas pire, d'accord. Mais cette réglementation, en fin de compte, qui n'existe que dans certains domaines quand elle est interdit, mais difficile, et c'est pour ça que les douanes, en fin de compte, actuellement, contrôlent, en fin de compte, ils deviennent de plus en plus performants pour contrôler tous les articles qui rentrent, par exemple, au niveau de la Communauté européenne, dont les jouets, tout ça, pour, en fin de compte, tous les produits qui sont interdits au niveau européen, mais qui rentrent, en fin de compte, comme ça, au niveau des frontières, et les fringues à contrôler, c'est pas facile. Alors, de temps en temps, on voit, ils suppriment des tas de trucs, ils virent des containers entiers, mais... Donc, il faut tout contrôler et c'est pas facile. Donc on en revient à la conférence précédente, enfin à la table ronde précédente. Finalement, on peut faire le lien parce que l'industrie chimique et l'industrie du traitement de surface disent il vaut mieux favoriser la création d'emplois, la création d'entreprises en France sur ces domaines-là. Entièrement d'accord. Pour que, au moins, on joue avec des règles du jeu qui soient correctes. Mais c'est pour ça que Lacoste a ses usines, en tout cas, ils ont des usines en France. Ils n'ont pas du tout envie de sortir leurs usines ailleurs parce qu'en se disant, on contrôle le système. Et si un jour, il y a une réglementation, nous, on maîtrise tout, de A à Z. Et en moins qu'on aura une image de marque tip-top. Je voudrais juste donner la parole pour finir à Bastien et après on va conclure. Voilà. Je rebondis juste 2 minutes. C'est par rapport à, on a parlé de l'affichage environnemental et c'est ça qui va peut-être changer cette fast fashion. C'est par rapport à la France qui va mettre en place, il me semble, par le biais de la loi AGEC, l'affichage environnemental sur les produits alimentaires et sur les produits textiles. Donc tout produit qui sera vendu en France devra avoir un affichage environnemental. Donc on va dire que c'est qu'un affichage, mais je le vois dans ma vie de tous les jours. Quand on va faire les courses, qu'on voit le Nutri-Score et qu'on voit le gros E en rouge, on préfère aller vers le E en vert. Donc ça va peut-être changer un petit peu la tendance sur ce secteur d'activité-là. Eh bien, merci beaucoup. On va conclure. Merci à tous les trois, Sandrine, Bastien et puis Anne-Sophie. Merci beaucoup, Michel et puis Gilles. Et puis, je voulais aussi remercier les équipes de Quarks pour l'organisation de cette journée, de ces 2 tables rondes. Et en particulier, je voudrais remercier Ossane et Christophe. Voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Estelle, pour nous avoir proposé ton aide à l'organisation de ces tables rondes. C'était très réussi.